Sud Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. L'Union européenne s'illustre encore. Elle a validé un énième prêt accordé à l'Ukraine, Perico. Oui, 90 milliards d'euros qui étaient en négociation, puisque des 27 États, il faut l'unanimité quand l'Union européenne concède un prêt, un emprunt à un autre pays, et il fallait l'accord de la Hongrie, et le Premier ministre de l'époque, Viktor Orban, s'était formellement opposé à ce prêt de 90 milliards parce qu'il exigeait que l'Ukraine rouvre un oléoduc qui desservait la Hongrie, et comme Monsieur Zelensky considérait que Monsieur Orban était trop proche de Monsieur Poutine, de Vladimir Poutine, eh bien il avait fermé cet oléoduc. Du coup, Orban avait dit, parce qu'on est toujours, oui, la Hongrie veut punir l'Ukraine. Non, elle voulait qu'on rouvre l'oléoduc. Viktor Orban a été battu aux élections, il a été remplacé par Monsieur Pécré Magyar, qui lui a dit, si l'oléoduc rouvre, je voterai l'accord des 90 milliards d'emprunts, de prêts à l'Ukraine. Eh bien, l'Ukraine, comme ce n'est plus M. Orban qui est au pouvoir à Budapest, mais M. Magyar, eh bien, l'Ukraine a rouvert l'oléoduc. Donc, Monsieur Magyar, donc la Hongrie, a voté l'accord de cet emprunt, de ce prêt de 90 milliards d'euros, 2 tiers pour l'armement et 1 tiers pour le fonctionnement du pays. Je veux juste signaler que ces 90 milliards d'euros viennent en plus de beaucoup d'argent qui a été prêté à l'Ukraine, qui ne pourra jamais le rembourser, surtout que le remboursement de ces 90 milliards est prévu par les fonds que l'on saisira ou que la Russie sera obligée de rembourser pour dommages de guerre. Vous voyez, donc on peut toujours courir. Donc c'est l'argent du contribuable européen, ce sont des sommes gigantesques que l'on donne à l'Ukraine. Alors je me souviens que le bras droit de Monsieur Zelensky a dû s'enfuir, qui était justement un des hommes du système, parce qu'il avait détourné des fonds justement de ces prêts américains et européens. Il a dû s'enfuir. L'Ukraine, on le sait, de tout le temps et avant la guerre, est un des pays les plus corrompus d'Europe. Ça ne retire rien à la juste cause et à l'agression dont ils sont victimes de la part de la Russie. Mais voilà, redonner un chèque de 90 milliards à l'Ukraine aujourd'hui, quand on sait que cette guerre est sans issue et qu'en tout cas l'Ukraine ne pourra pas gagner, même si la Russie est en train de piétiner, on sait très bien que ça ne se passera pas par un triomphe de l'Ukraine, et que c'est pas ces 90 milliards qui ne vont faire que prolonger la guerre. Donc on met la poussière sous le tapis, et c'est encore une fois de plus le contribuable français, le contribuable européen, et à l'intérieur de ces contribuables européens, le contribuable français qui va payer cette facture. On trouve ça un petit peu inadmissible. 2 militaires du 8e régiment de parachutistes d'infanterie de marine basé à Castres ont été attaqués au couteau par un autre militaire. Oui, c'était dans la caserne donc des parachutistes, le 8e RPIM qui est basé à Castres, rixe entre 3 militaires qui en sont venus aux mains, et ensuite on en est venu à l'arme blanche, il y a eu un blessé. Ça révèle quoi ? Ça révèle qu'à l'intérieur des armées, la grande muette dont on est censé penser qu'elle est protégée, et je me souviens souvent des déclarations de l'ancien chef d'état-major des armées, le général Lecointre, qui disait qu'effectivement ils étaient extrêmement vigilants sur l'entrisme et la sélection des militaires qui s'engagent, militaires de carrière. Voilà, il y a des gens qui viennent pas forcément pour défendre la France ou pour acquérir les valeurs militaires et partager ce destin de soldats, mais qui viennent pour vivre autre chose. Et là, on a la preuve qu'il y a. Alors, l'enquête établira les raisons, mais on a de quoi douter. Je crois que vous-même, Aude, vous avez une anecdote à nous raconter sur cette. Oui. Bon, non, mais pardon, c'est pas drôle du tout, parce que en fait, j'ai même 2 anecdotes. D'abord, c'est pas une anecdote. Je sais pas si vous vous souvenez de cette image de militaires bérets rouges également, qui se marraient depuis leur véhicule en voyant des policiers se faire emmerder dehors devant la Tour Eiffel. Oui, donc ça, déjà, ça révèle quelque chose. Et puis un militaire qui m'avait confié une fois qu'il allait quitter l'armée parce que dans son régiment, il y avait des militaires nouvellement recrutés qui refusaient de chanter la Marseillaise sur la place d'Armes. C'est quand même symboliquement, c'est très fort. Et les gradés ne disaient rien. Voilà, pas de remontrance. C'est qu'on a le droit, en étant militaire français, en représentant la France, de refuser de chanter la Marseillaise, l'hymne national, sous les couleurs, dans l'armée française. Ça fait un petit peu mal, et surtout, c'est plutôt inquiétant. Donc on parlait il n'y a pas d'entrisme dans l'armée française. J'ai quelques doutes quand même. On commence à se poser des questions. Donc la grande muette, oui, mais pas pour chanter l'hymne national, la Marseillaise. Donc peut-être au chef d'état-major des armées et aux ceux qui dirigent notre vaillante armée de faire un petit peu le ménage à l'intérieur de cette institution. Parce que si elle-même est, j'allais dire, infiltrée de gens qui n'aiment pas la France, et que c'est elle qui est censée défendre la France, ça pourra nous poser certainement des problèmes extrêmement douloureux.
Gabriel Attache, oui, et ensuite il veut il est attachant, ce garçon. Ne cache pas ses ambitions pour la présidentielle, il les cache plus, en tout cas, ça fait un moment, et je pense que peu de gens ont douté de ses intentions, et pour séduire son potentiel électorat, il a décidé de jouer sur la corde sensible. Laquelle, Maud ? Une corde sensible nommée Séjourné. Dans son livre En homme libre, Gabriel Attal se raconte dans l'intimité sa famille, ses douleurs, ses drames, sa vie amoureuse. L'ancien Premier ministre évoque notamment son histoire d'amour avec le commissaire européen et ex-ministre Stéphane Séjourné, du coup de foudre à la séparation en 2022. C'est devenu la mode de s'épancher sur sa vie sentimentale pour concourir à l'élection présidentielle, comme si les Français en avaient quelque chose à faire. Alors je veux bien qu'il y ait un public pour tout ce qui est putaclic, pardonnez-moi cette vulgarité, du cul et des larmes, mais moi je trouve ça assez indécent. Un programme politique, une candidature, ce n'est pas censé devenir un exutoire pour les cœurs brisés, naturellement. Ça n'engage que moi, Perico. Alors forcément, c'est tout aussi désespérant. La meute homophobe s'est exprimée sur les réseaux sociaux. Gabriel Attal en a pris plein la figure. Vous allez peut-être me trouver mauvais esprit, mais c'est la conséquence directe et inévitable de son épanchement. Ça ne justifie rien, mais ça explique et surtout ça nourrit la stratégie de victimisation dont font preuve tant de candidats et de gens de médias. On en a marre. Parlez-nous de la France, parlez-nous des Français, je sais pas. Arrêtez d'essayer de vous faire passer pour des gens normaux, parce que le destin national est une affaire d'incarnation. Voilà. Alors, tout homme et toute femme politique en France a droit à une vie privée. Au respect de cette vie privée, il n'y a aucun problème. Quand on la met sur le devant de la scène et que ça vient peut-être un argument politique, il faut être extrêmement prudent. On appelle la critique. Oui, alors on se souvient, en plus il y avait une polémique puisque Stéphane Séjourné était ministre des Affaires étrangères et lorsque Gabriel Attal est devenu Premier ministre, on considérait qu'on ne pouvait pas, alors, vu leur liaison, et c'est là où la vie privée s'immisçait dans la vie publique et la vie politique. Et donc, Stéphane Séjourné avait été donc nommé commissaire européen à la place de Thierry Breton, oui. Et de façon à ce qu'il n'y ait pas, on peut dire de conflit d'intérêts ou de conflit de personnalité. Voilà. Donc, il y a bien un moment donné où la vie privée déteint sur la vie publique, et c'est là où il faut être extrêmement prudent à ne pas commettre d'impair. Il y en a qui se sont fait quand même remonter les bretelles un petit peu pour moins que ça. Et en même temps, Perico, la France est sauvée parce que la candidature que nous espérions tous va peut-être se déclarer. Alors, Michel-Édouard Leclerc, qui lui aussi tourne autour du pot sans dire qu'il y va pas, qu'il est appelé, qu'il y pense, voilà. Et beaucoup de Français pensent que ce serait effectivement la solution, parce que Michel-Édouard Leclerc est une divinité pour certains de nos compatriotes, voilà, la baisse du pouvoir d'achat. Moi, je tiens seulement à dire, monsieur Michel-Édouard Leclerc a totalement le droit de faire acte de candidat à la présidence de la République. Il faudra en plus, à cette occasion, qu'il révèle la totalité de son patrimoine. Il y a toujours eu un mystère. On saura exactement quelle est la richesse, quelle est la fortune de ce monsieur. Mais c'est peut-être pas ça qui le dissuade. Non, je veux dire que Michel-Édouard Leclerc incarne à lui seul la totalité des motifs et des raisons que la France va dans le mur. Il est celui qui, par son enseigne, a instauré une forme de consommation qui impose l'importation de produits pas chers fabriqués à l'étranger, notamment dans le sud-est asiatique, au détriment de notre industrie et de notre activité économique. Quand le président Macron dit la méthode Notre-Dame, eh bien, la méthode Leclerc et la méthode de la grande distribution, c'est le contraire de la méthode Notre-Dame, c'est de la consommation du marché en important des produits dont la fabrication est parfois interdite en Europe, en tout cas pas conforme à la loi, et en tout cas des produits qui détruisent des emplois, qui ont détruit notre industrie pendant 50 ans. Voilà, pour satisfaire le consommateur à bas prix, on ruine la France, on ruine l'économie, on détruit des emplois. Alors si c'est le leader, l'ambassadeur, et il a le droit d'exister, il n'y a rien d'illégal dans ce que je viens de dire, mais si monsieur Michel-Édouard Leclerc, qui incarne ce système, qui en est le porteur, qui le vante, qui le loue, même si aujourd'hui il rectifie son discours, doit être la référence pour être président de la République, eh bien je souhaite au peuple français des journées heureuses. Je pense que le peuple français sera plus lucide que ça et saura faire la part des choses assez facilement. Alors, Notre-Dame, j'en parlais tout à l'heure. Voyons, on parle que de Notre-Dame avec l'effet Notre-Dame. Il y a quelque chose d'hallucinant. Il y a des vitraux anciens à Notre-Dame que le président de la République a décidé de remplacer par des œuvres d'art plus modernes. C'est ça, et on les appelle les vitraux de la discorde. Ces vitraux contemporains remplaceront ceux d'origine conçus par Viollet-le-Duc, qui n'avaient pourtant pas été endommagés par l'incendie. Mais leur remplacement avait été ordonné par Emmanuel Macron le 8 décembre 2023 lors d'une visite de chantier et sur la demande de l'archevêque de Paris. Emmanuel Macron souhaite que la marque
marques du 21e siècle soient ainsi portées à Notre-Dame, avait-il dit. Et c'est l'artiste Claire Tabouret qui a été sélectionnée pour créer ces vitraux modernes, au risque de bouleverser l'équilibre artistique voulu par les bâtisseurs, un équilibre vieux de 2 siècles quand même. Une pétition signée par plus de 335 000 personnes conteste ce projet. L'association Sites et Monuments va même déposer dans les prochains jours un référé devant le tribunal administratif de Paris. S'il est accepté par le juge, les travaux pourraient être suspendus. Le président de cette association, qui milite également pour la préservation des faïences dans le métro dont je vous avais parlé il y a quelques jours, observe la solitude du président de la République. Il souligne que la décision politique n'est pas soutenue par l'opinion savante ni par l'opinion publique. En attendant, les travaux ont déjà débuté. Mais le fait du prince, quoi. Il décide des vitraux. Ouais, c'est complètement ça. Je me souviens qu'à un moment donné, il était question qu'on mette un plug, c'est ça, à la place de la flèche, un truc comme ça. Non, ça c'était du fake. Mais oui, non, je sais bien, mais pourquoi pas à ce moment-là, si c'est le président de la République, à l'Élysée décide quels vont être les vitraux de Notre-Dame. Non, mais c'est ce besoin de vouloir mettre sa patte partout, quoi. De dire, je suis passé par là, souvenez-vous de moi. Enfin. Je sais pas, on a évité la catastrophe grâce au général Georgelin, et comme il est plus là, on va faire des merdouses.